Jean-Jacques Benex est sorti du caniveau. Il est allé se promener au grand air avec armes, bagages et caméra. Si les décors sont naturels dans 37.2 le matin, quel titre! L'image est loin de l'être. Un esthétisme photographique outré reste le credo du cinéaste. Plus que jamais, dès le début, l'image donne le ton et va jusqu'à déterminer une distance du spectateur par rapport à l'action et au personnage. Le film a un look 100% hyper-réaliste, profondeur de champ optimale pour des paysages mordorés et éclairage léché. C'est-à-dire qu'aucun élément du film n'est délibérément moyen ou simple. Comme chez Zulawski par exemple, auquel le processus d'hystérisation de Béatrice Dalle fait penser tout est surenchère. Les objets sont des personnages secondaires, kimono, cravate érotique, et ils deviennent des sujets. Prenons un exemple. Le héros, Jean-Hugues Anglade, se voit infliger un job apparemment ingrat par son boss uniformément immonde, peu crédible, repeindre les façades de maintes maisons sur pilotis. Or, non seulement ces maisons de bois sont plutôt de pimpantes beach house, très côte ouest des États-Unis. Tout le film, ou presque, a cet aspect de photo californienne. Pas assez décrépit pour sembler vétuste. Mais Anglade et Dalle s'avèrent des peintres émérites qui transforment les bicoques en bonbonnières roses et bleu pastel semblant sortir d'un manuel de décorateur. Puis, scène plate et trop aseptisée, comme il y en a beaucoup dans le film, ils minaudent et se photographient en peintre du dimanche. Pour parachever le tout, provocation sans intensité, ils inondent la voiture du patron tyran. Une déesse noire, fétiche rétro comme les tractions blanches de Diva ou Ferrari de la Lune dans le caniveau, de peinture valentine, référence au pub réalisé par Jean-Jacques Benex, rose, pour lui signifier sans doute la haine unanime de leur « bof, je vous emmerde » génération. Ce rose sur noir est évidemment un geste d'esthète qui, entre guillemets, fait cinéma, dont Benex peut difficilement se passer. Il doit ostensiblement son tempérament d'artiste à une mise en scène ludique de la couleur. Mais cet acte de révolte picturale revient à essayer d'assommer un ennemi avec un polochon. C'est une idée soft et trop manifeste. Ceci n'est qu'un infime détail du film, mais des procédés de même genre, à la fois démonstratifs et anodins, émaillent le film avec une constance qu'ils finissent par en constituer la trame, au détriment de la passion postulée des personnages. On évolue rarement au-delà de la surface des choses, car tout est verni, superficiel, brillant et creux. Si le film débute par un travelling avant plutôt franc sur le couple qui baise, avec acharnement, sous le regard kitsch de la Joconde, la scène est relativisée par sa non-inscription dans la progression de l'histoire du couple. C'est juste une donnée déjà énoncée par une voix off, style polar, dont ce plan est une illustration gratuite. Le film n'avance pas vraiment. La vie des héros est statique ou concentrique, et tout aboutit à des enjeux matérialistes, dans des scènes bouclées sur elles-mêmes, qui ne font pas vraiment exister l'histoire. La peinture de la maison est une de ces scènes. Il y a aussi, par exemple, une opération compliquée de transport d'un piano à queue sur un semi-remorque qui se termine joyeusement par un échange lyrique avec un gendarme béat qui entonne une chansonnette naïve d'Yves Duteil. Toutes les scènes de liaison sont à l'avenant. Cela peut être aussi bien un discours emphatique sur les grosses voitures, dernier feu d'une civilisation, qu'un topo sur la dégustation du chili con carne, d'un cocktail de tequila frappé ou de café filtre. Le héros est aussi écrivain à ses heures, mais son œuvre est un vrai MacGuffin. Ses écrits sont découverts par la Lolita sauvage, Béatrice Dalle, qui jure et s'extériorise comme une lycéenne vulgaire et mal embouchée. Il y a là une prouesse. Comment une simple jeune fille au vocabulaire aussi limité pourrait-elle nous convaincre qu'elle a su discerner objectivement chez son amant un écrivain de génie? On n'y croit pas, d'autant moins qu'aucun échantillon ne nous est offert de sa prose. Le seul aspect lié à la littérature qui introduit un peu de trouble et d'émotion dans le film arrive au moment où le héros, dont la maîtresse est devenue folle alliée, avant de la libérer en lui donnant la mort, apprend que son livre est enfin accepté par un éditeur. Mais à ce moment, il n'en a cure. Le décalage entre cette potentielle bonne nouvelle, en porte-à-faux par rapport à sa détresse, nous touche. Mais cela ne suffit pas. Il a l'apparence de la réalité, mais pas son mystère. Dans 37.2,
Malgré la noirceur nihiliste des thèmes et la violence prêtée aux personnages, tout est clair, net, matériel, quotidien et joli comme une carte postale. La vie est vue comme une longue autoroute où l'âme résiderait dans le moteur des voitures. L'essence précède l'existence. Vincent Ostria, cinématographe. Avril 1986.